Chapitre 19. Ruth et sa famille étaient de retour, et Martin, dès son arrivée, la vit souvent. Elle avait terminé ses études. Lui, déprimé physiquement et cérébralement, n'écrivait pas. Ils purent donc se voir à leur aise pour la première fois, et leur intimité grandit rapidement. Au début, Martin ne fit que se reposer. Il dormit énormément, passa de longues heures à rêvasser, à penser, à ne rien faire. Il était pareil à un convalescent relevant d'une terrible maladie. Le premier signe de renaissance se produisit le jour où il s'intéressa de nouveau à la lecture des journaux. Alors, il se remit à lire des nouvelles frivoles, des vers, et, quelques jours après, il se replongeait tête baissée dans le fisc tant négligé. Son tempérament et sa santé splendide avaient repris le dessus, et il jouissait plus que jamais des ressources profondes de sa jeunesse. Ruth, quand elle apprit qu'aussitôt reposé il reprendrait la mer, ne dissimula pas son désappointement. « Pourquoi faites-vous ça ?» fit-elle. « Pour gagner de l'argent, » répondit Martin. « Il faut que j'en fasse une nouvelle provision en vue d'une nouvelle campagne contre les éditeurs. L'argent est le nerf de la guerre. Dans mon cas, surtout, l'argent et la patience. Mais s'il ne vous faut que de l'argent, pourquoi n'êtes-vous pas resté à la blanchisserie ? Parce que la blanchisserie faisait de moi une brute. Un travail pareil vous mène forcément à la boisson. Vous n'allez pas me dire que vous... » Elle le fixa avec de grands yeux horrifiés. Il aurait pu facilement éluder la question, mais sa nature était franche d'instinct et il se souvint de son ancienne résolution d'être sincère, quoi qu'il arrive. « Oui, répondit-il, justement, plusieurs fois. » Avec un frisson, elle s'éloigna de lui. « Dans mon entourage, personne n'a jamais fait ça. C'est qu'ils n'ont jamais travaillé à la blanchisserie de Shelly Hot Springs, dit-il en riant amèrement. Le travail est une bonne chose. Il est nécessaire à la santé humaine, disent les prédicateurs, et Dieu sait qu'il ne m'a jamais fait peur. Mais abondance de biens nuit, comme dit le proverbe, et la blanchisserie exagérée vraiment. Voilà pourquoi je reprends la mer. Je crois que ce sera mon dernier voyage, car à mon retour, je réussirai avec ma littérature. J'en suis certain. » Elle demeura silencieuse, hostile, et il observait mélancoliquement, se rendant compte qu'elle était incapable de comprendre par quoi il avait passé. « Un jour, j'écrirai de la dégradation produite par le travail, ou la psychologie de la boisson dans la classe ouvrière, quelque chose de ce genre. » Jamais depuis leur première entrevue, ils ne s'étaient sentis aussi éloignés l'un de l'autre. Sa confession si franche, faite dans un esprit de révolte, l'avait dégoûté. Sa dégradation la choquait, bien plus que ce qui en avait été la cause directe. Elle dut admettre à quel point elle s'était rapprochée de lui et, ceci accepté, à quel point leur intimité devrait se resserrer encore. Sa pitié se réveillait aussi, ainsi que d'innocents et idéalistes projets de rééducation. Elle sauverait cette jeunesse sauvage si pleine de bonne volonté. Elle sauverait de l'influence maudite de son milieu d'autrefois, et elle sauverait de lui-même malgré lui. Tout ceci lui semblait être un très noble état d'âme, et elle ne doutait guère qu'il dissimulait simplement de la jalousie et du désir d'amour. Ils firent beaucoup de bicyclettes par ces délicieuses après-midi de l'arrière-saison, et là-bas, sur la colline, ils lurent à haute voix des vers, tantôt l'un, tantôt l'autre, de ces nobles poèmes qui élèvent l'âme. La renonciation, la patience, l'application, le devoir, l'ordre, tels étaient les principes qu'elle eût prêchés de cette façon indirecte et qui lui avaient été inculqués par son père, par M. Butler, et par Andrew Carnegie, qui, de pauvre petit émigrant, était devenu le grand dispensateur de livres de l'univers. Martin appréciait tout cela et en jouissait. Il suivait mieux la mentalité de Ruth à présent, et son âme avait cessé d'être pour lui un coffret mystérieux, aux surprises toujours renouvelées. Intellectuellement, il se sentait son égal. Mais leur divergence ne troublait pas son amour qui était plus fort, plus ardent que jamais,
car il aimait pour ce qu'elle était, et sa fragilité physique même augmentait son charme à ses yeux. Il avait lu l'histoire de cette maladie d'Elizabeth Barrett, qui, après avoir passé des années couchée, fut enlevée un jour par Browning et guérie par la force de son ardent amour. Et, ce que Browning avait fait pour Elizabeth, Martin décida de le faire pour Ruth. Mais il fallait d'abord qu'elle aime. Il lui donnerait ensuite la force et la santé. Et il entrevit leur vie future. Dans un décor de travail et de confort, lui et Ruth évoluaient, lisaient des vers et parlaient d'art, Ruth allongée parmi les monceaux de coussins épars. Parfois, elle lui disait à haute voix, ou bien c'était lui qui lisait, et elle appuyait la tête sur son épaule. D'autres fois, ils regardaient ensemble des gravures. Puis, comme elle aussi aimait la nature, sa généreuse imagination changeait le décor de leur lecture. Ils lisaient dans de profondes gorges, ou bien assis dans des prairies ensoleillées sur la montagne, ou encore sur la dune de sable gris-perle, où les vagues festonnaient des guirlandes à leurs pieds. Ou bien très loin, dans une île des tropiques où des cascades, en atteignant la mer, se dissolvent en vapeurs légères qui tremblent et ondulent à la moindre brise. Mais toujours, au premier plan, régnant sur ces royaumes d'éternelle beauté, ils étaient là, Ruth et Martin, et au-delà du décor formé par la nature, il y en avait un autre, nuageux, celui du travail, du succès et de l'argent gagné qui les avait affranchis du monde. « Je recommande à ma petite-fille d'être prudente, » dit un jour Madame Morse à Ruth, d'un air plein de sous-entendus. « Je sais ce que tu veux dire, mais c'est impossible. Il n'est pas de ma... » Ruth rougit, mais cette rougeur était celle de la Vierge qui, pour la première fois, discute les problèmes sacrés de la vie avec une mère respectée. « De ta condition, » termina la mère. Ruth fit un signe d'assentiment. « Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Il est rude, brutal, fort, trop fort. Il n'a pas... » Elle hésita encore, sans oser poursuivre. Jamais elle n'avait encore abordé un sujet de ce genre avec sa mère. Et de nouveau, sa mère compléta sa pensée. « Il n'a pas vécu une existence propre, tu veux dire. » Ruth acquiesça et rougit à nouveau. « C'est ça, dit-elle. Ce n'est pas sa faute, mais il a beaucoup joué avec... » « Avec le feu ? Oui, avec le feu, et il me fait peur. Quelquefois, j'en ai une véritable terreur quand il me raconte les choses qu'il a faites de la façon la plus naturelle du monde, comme si ça n'avait aucune importance. Mais elles en ont une, n'est-ce pas ? » Elles s'étaient assises, les bras entrelacés, et dans un silence, la mère caressa la main qui s'abandonnait en attendant qu'elle continue. « Mais je m'intéresse follement à lui. Il est, en somme, mon premier ami homme, et pas tout à fait mon ami, mais mon protégé et mon ami combiné. Quelquefois aussi, quand il me fait peur, il me semble que c'est un bulldog que l'on m'a donné comme jouet et qui tire sur sa chaîne, qui montre les dents et menace de tout arracher. » Sa mère attendit encore. « Il m'amuse, je crois, comme un bulldog. Il y a beaucoup de choses bonnes en lui. Mais il y en a aussi beaucoup que je n'aime pas. Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi. Il jure, il fume, il boit, il boxait. Il me l'avoue et ne le regrette pas, il me l'a dit. Il est tout ce qu'un homme ne doit pas être, un homme dont je ne voudrais comme... » Sa voix se fut plus qu'un murmure, comme un mari. « Et puis, il est trop athlétique. Mon prince charmant sera grand, mince et brun, plein d'élégance et de charme. Non. Il n'y a aucun danger que je devienne amoureuse de Martin Eden. Ce serait bien la plus terrible chose qui puisse m'arriver. » « Mais ce n'est pas de ça que je parlais, » dit finement la mère. « As-tu jamais pensé à lui ? Il est hors concours de toute façon, naturellement, mais supposons qu'il en arrive à t'aimer. »« Mais il m'aime déjà !» s'écria Ruth. « C'était à prévoir, » dit doucement Madame Morse. Comment pourrait-il en être autrement pour un homme qui t'approche ? « Olny me hait, » dit-elle avec véhémence, « et je hais Olny. Quand il est là, je me sens pousser des griffes de chat. Il faut que je sois mauvaise
et quand je ne le suis pas, eh bien, c'est lui qui l'est. Mais avec Martin Eden, je suis contente. Personne ne m'a jamais aimée avant lui. Aucun homme, je veux dire, et de cette manière. Et c'est bon d'être aimé ainsi. Tu comprends ce que je veux dire, maman chérie? C'est si doux de se sentir si vraiment, si profondément femme. Et cachant son visage sur les genoux de sa mère, elle sanglota. Tu me trouves épouvantable, je sais, mais je suis honnête et je te dis exactement ce que je ressens. Madame Morse fut en même temps triste et heureuse. Sa petite fille, la licenciée ès-lettres, n'existait plus. C'était une jeune fille, une femme. L'expérience avait réussi. Le tempérament si étrangement apathique de Ruth s'était réveillé, sans heurts ni catastrophe. Ce rude marin avait été l'instrument et, bien que Ruth ne l'aime point, il avait éveillé à la féminité. Sa main tremble, avoua Ruth en rougissant. C'est amusant et ridicule, mais je le plains aussi quelquefois. Et quand sa main tremble trop, que ses yeux brillent exagérément, eh bien, je le sermonne et lui indique la façon de s'amender. Mais il m'adore, je le sais. Ses yeux et sa main ne mentent pas. Et cette idée me fait sentir plus femme. Je sens que j'ai en moi une chose à laquelle j'ai droit, une chose qui me rend semblable aux autres filles et aux femmes. Je sais aussi qu'avant je n'étais pas semblable à elle, et ça te tracassait. Tu pensais que je ne le voyais pas, mais je l'ai vu et je voulais faire mon possible, comme dit Martin Eden. Ce fut une heure exquise pour la mère et la fille, et leurs yeux étaient humides, tandis qu'elles causaient dans la pénombre, Ruth, toute innocente et franchise, sa mère compréhensive, sympathisant doucement, expliquant tout et conseillant avec calme et clarté. « Il a 4 ans de moins que toi, dit-elle. Il n'a ni situation ni fortune. Il n'a aucun sens pratique. Puisqu'il t'aime, il devrait, s'il avait du bon sens, faire quelque chose qui lui donnerait un jour le droit de t'épouser, au lieu de perdre son temps à écrire ses histoires et à faire des rêves enfantins. Martin Eden, je le crains, ne sera jamais sérieux. Il n'envisage nullement l'idée d'un métier convenable comme l'ont fait certains de nos amis. Monsieur Butler, par exemple. Martin Eden, je le crains, ne sera jamais riche. Et dans ce monde, l'argent est nécessaire au bonheur. Oh, je ne parle même pas d'une énorme fortune, mais d'une fortune suffisante à assumer un confort convenable. Il n'en a jamais parlé? Il ne m'a jamais dit un mot. Mais s'il le faisait, je l'arrêterais car, tu sais, je ne suis pas amoureuse de lui. Tant mieux. Je ne serais pas contente de voir mon enfant, ma fille unique, si nette, si pure, aimer un homme pareil. Il existe de par le monde des hommes nets, fidèles, virils. Attends un de ceux-là. Tu le trouveras un jour, tu l'aimeras et il t'aimera et vous serez aussi heureux ensemble que ton père et moi l'avons été. Il est une chose à laquelle tu dois toujours penser. Oui, maman. La voix de Madame Morse se fit plus basse et plus douce encore pour dire « Ce sont les enfants. » Oui, j'y ai pensé, avoua Ruth. Elle rougit encore en se souvenant des pensées voluptueuses qu'elle avait eues. Et c'est l'idée des enfants qui rend impossible Monsieur Eden, poursuivit Madame Morse d'une voix incisive. Leur hérédité doit être pure et la sienne ne peut pas l'être. Ton père m'a raconté la vie des marins et tu me comprends. Ruth pressa la main de sa mère en signe d'assentiment. Elle la comprenait, bien que l'allusion lui semblât vague, étrange, effrayante au-delà de son imagination. « Tu sais que je te dis tout, fit-elle. Seulement quelquefois, il faut me questionner comme tu l'as fait aujourd'hui. Je voulais t'en parler, mais je ne savais pas comment commencer. C'est de la fausse honte, je le sais, mais tu me facilites les choses. Car, maman, tu es femme aussi, s'écria-t-elle avec exaltation. Debout, elle saisit les mains de sa mère et, toutes deux face à face, dans la pénombre grandissante, eurent conscience de leur égalité devant l'homme. Je ne t'aurais jamais connue de cette manière sans cette conversation. Il a fallu que je me découvre femme pour savoir que tu en étais une aussi. Oui, nous sommes femmes toutes les deux,
dit la mère en l'attirant à elle pour l'embrasser. Elles sortirent de la pièce enlacées, le cœur gonflé d'une tendresse nouvelle. « Notre petite fille est devenue femme, » dit madame Morse à son mari 1 heure après. « Ça veut dire, » dit-il après un long regard à sa femme, « ça veut dire qu'elle est amoureuse. »« Non, mais qu'elle est aimée, » répondit-elle souriante. « L'expérience a réussi. Elle est éveillée. »« Alors, il faut nous débarrasser de lui, » répondit M. Morse, de son ton précis d'homme d'affaires. Mais sa femme secoua la tête. « C'est inutile, Ruth dit qu'il va partir en mer dans quelques jours. Quand il reviendra, elle ne sera plus là. Nous allons l'envoyer dans l'Est chez la tante Clara. D'ailleurs, 1 an dans l'Est, avec le changement de climat, d'idées, d'entourage, lui fera grand bien. » Chapitre 20. Une fois de plus, le désir d'écrire s'empara de Martin. Des sujets de romans, de poèmes, germaient spontanément dans son cerveau, et il les notait pour les retrouver plus tard et leur donner une forme. Mais il n'écrivait pas. Il se donnait un congé, ne voulait l'employer qu'au repos et y réussissait fort bien. Bientôt sa vitalité déborda et, comme autrefois, Ruth subit cette emprise étrange de sa force et de sa santé qui lui donnait une espèce de choc physique. « Sois prudente, » lui répéta un jour sa mère. « Je crains que tu ne voies trop souvent Martin Eden. » Mais Ruth riait. Elle se sentait sûre d'elle-même. Dans quelques jours, il prendrait la mer et à son retour, elle serait partie. Cependant, l'exubérante vitalité de Martin était presque magnétique. Mis au courant du projet de voyage dans l'Est, il sentait qu'il lui fallait se hâter, et d'autre part, il ne savait comment faire la cour à une jeune fille comme Ruth, sa large expérience d'antan ne pouvant lui servir à rien. Les femmes qu'il avait fréquentées différaient par trop de Ruth. Elles se connaissaient fort bien en flirt et en coquetterie, tandis que Ruth ne s'en doutait pas. Sa prodigieuse innocence le médusait, glacée sur ses lèvres toute parole ardente, le convainquait, en dépit de lui-même, de sa propre indignité. De plus, il avait un autre désavantage. Jamais il n'avait aimé auparavant. Des femmes lui avaient plu, au temps de son aventureux passé. Des femmes avaient pu le captiver un instant, mais d'amour, il n'en avait jamais éprouvé pour elles. Pour les avoir, il lui avait suffi du plus négligent appel et elles étaient accourues. Elles avaient été des incidents, des distractions, pas autre chose. Et maintenant, le suppliant, le timide, le tendre et l'hésitant, c'était lui. Il ne savait aucune des roueries de l'amour, ni son langage, et la lumineuse innocence de sa bien-aimée l'épouvantait. En évoluant dans des milieux variés, à travers leurs multiples décors, il avait appris la règle de conduite qui consiste, lorsqu'on joue à un jeu inconnu, à toujours amener l'adversaire à jouer le premier. Bien des fois, cela lui avait réussi et il en avait tiré d'utiles renseignements. Il savait surprendre le symptôme, attendre une faiblesse de l'adversaire pour en profiter, se loger au moment propice. C'était en somme comme un jeu de feinte et de parade à la boxe. Et lorsque la feinte a mené le coup qu'il escomptait, il savait depuis longtemps déjà comment en profiter et toucher juste. Il attendit donc avec Ruth. Il désirait lui dire son amour, sans oser le lui avouer. Il craignait de la choquer et se méfiait de lui-même. Et cependant, sans le savoir, il employait avec elle le bon moyen. L'amour naquit sur la terre avant la parole. Son cours, ses atteintes et ses manifestations sont éternellement les mêmes. Ce fut de la manière la plus primitive que Martin conquit Ruth, sans s'en douter tout d'abord. Le contact de sa main sur la sienne avait une action plus efficace que tous les mots. L'effet de sa force sur son imagination la séduisait davantage que n'importe quel poème et que les discours passionnés de tous les amants célèbres. Les sentiments qu'il aurait peut-être pu exprimer auraient sans doute en partie atteint son cœur. Le toucher de sa main,
un contact léger, atteignant son instinct. La raison de Ruth était jeune comme elle, mais l'instinct qui l'animait était vieux comme le monde. Né avec l'amour, il avait mûri avec lui et sa puissance prévalait sur les conventions et les préjugés de classe ou d'opinion. Sa raison n'entrant donc pas en ligne de compte et elle n'eut pas conscience des efforts constants de Martin sur son cœur. Qu'il aimât, d'autre part, était clair comme le jour et elle se délectait aux manifestations de cet amour. Aux tendres lueurs de ses yeux ardents, aux tremblements de ses mains, aux rougeurs sombres qui empourpraient son visage bronzé. Elle alla même plus loin, timidement, d'un toucher si délicat qu'il ne s'en apercevait pas, et, presque inconsciemment, de sorte qu'elle ne se méfiait pas d'elle-même, elle le provoquait. La preuve de son pouvoir, qui la proclamait femme, la ravissait, et elle jouissait de le tourmenter et de jouer avec le danger. Par inexpérience et par excès d'amour, Martin continuait ses travaux d'approche par la simple influence physique, par le contact seul. Que le toucher de sa main fût à ce point agréable à Ruth, il ignorait, tout en sentant cependant qu'il ne lui était pas désagréable. Il n'avait pourtant pas souvent l'occasion de se prendre la main, excepté pour se dire bonjour ou adieu, mais les promenades à bicyclette, qui nécessitent 1000 petits arrangements en commun, la lecture du même livre à la campagne, serrés l'un contre l'autre, fournissaient bien des prétextes à des frôlements soi-disant involontaires. Il arrivait aussi par hasard qu'une mèche blonde caresse la joue brune, qu'une épaule effleure l'autre épaule, tandis qu'ils se penchaient ensemble sur le même livre. Elle souriait en elle-même des envies soudaines qui la prenaient tout à coup de lui passer la main dans les cheveux à rebrousse-poil. Lui, de son côté, souhaitait, une fois leur lecture finie, reposer sa tête sur ses genoux, fermer les yeux et rêver de leur avenir commun. Autrefois, à certains pique-niques du dimanche à Shelmont Park ou à Schwetzen Park, il avait posé sa tête sur bien des genoux différents. Habituellement, il y dormait profondément, tandis que l'élu du moment abritait son visage du soleil, le contemplait et s'étonnait de la suprême indifférence avec laquelle il recevait les hommages. Mettre sa tête sur les genoux d'une femme avait été jusqu'à présent l'opération la plus facile du monde, tandis que les genoux de Ruth lui semblaient inaccessibles, imprenables. Cependant, sans le savoir, là encore, il avait raison de ne rien oser. À cause de cette réserve même, elle ne se tenait pas sur la défensive, elle n'avait pas conscience du danger qu'elle côtoyait au cours de leurs entrevues seule à seule. D'une façon subtile et insensible, elle se rapprochait de lui, et lui, sentant ce rapprochement s'accentuer de jour en jour, voulait oser et n'osait pas. Un jour il osa, un après-midi où il l'avait trouvée dans le salon obscur, souffrant d'une affreuse migraine. « Rien n'y fait, » répondit-elle à ses questions. « D'ailleurs, je ne prends aucune drogue. Le docteur Hall ne me le permet pas. »« Je peux vous guérir, je crois, et sans drogue, » dit Martin. « Je n'en suis pas sûr, bien entendu, mais je voudrais essayer. C'est un massage qu'un japonais m'a appris. Puis j'en ai appris des variantes chez les Hawaïens. Ils appellent ça lomi-lomi. Et le lomi-lomi fait à peu près tout ce que font les drogues et même davantage. » À peine ses mains eurent-elles touché le front de Ruth qu'elle poussa un profond soupir. « Que c'est bon, » dit-elle. Une demi-heure plus tard, elle dit encore. « Vous n'êtes pas fatigué ?» La question était oiseuse, car elle savait d'avance la réponse et se perdit aussitôt dans une béate admiration du fluide calmant qu'il possédait. La vie semblait jaillir du bout de ses doigts, extrayant la douleur d'une façon magique, si bien que, grisée de bien-être, elle s'endormit et il s'éclipsa doucement. Elle appela au téléphone ce soir-là pour le remercier. « J'ai dormi jusqu'au dîner, dit-elle. Vous m'avez complètement guérie et je ne sais comment vous remercier. » Ravi et empressé, il bredouilla sa joie de la savoir remise, et durant cette conversation, il ne fit que penser à Browning et à la maladive Elizabeth Barrett. Ce qu'on avait fait pouvait être refait, et lui, Martin Eden,
le referait pour Ruth Morse. Il revint dans sa chambre et au volume de Spencer, Sociologie, qui était resté ouvert sur son lit. Mais il ne put lire. L'amour le tourmentait et annihilait sa volonté à tel point que, malgré sa résolution, il se retrouva à la petite table tachée d'encre. La poésie qu'il composa cette nuit-là fut la première d'un cycle de 50 sonnets d'amour qui fut terminé en 2 mois. Inspiré vaguement par les sonnets d'amour portugais, il les écrivit dans toutes les conditions voulues pour faire une belle œuvre au summum de sa vitalité, de sa divine folie d'amour. Toutes les heures qu'il passait loin de Ruth, il les employait au cycle d'amour, à lire ou encore au cabinet de lecture, car il voulait rester au courant de ce qui paraissait. Les heures passées avec Ruth étaient toutes pareilles, affolantes de promesses et d'incertitudes. Une semaine après la guérison de sa migraine, Norman, Olney et Arthur organisèrent une promenade en bateau sur le lac Merritt, au clair de lune. Martin, étant le seul capable de manœuvrer une embarcation, fut naturellement requis. Ruth s'assit à l'arrière, à côté de lui, et les 3 jeunes gens s'étendirent plus loin, très occupés à discuter femmes et bagatelles. La lune ne s'était pas encore levée et Ruth, qui regardait le ciel étoilé en silence, se sentit tout à coup très seule. Elle regarda Martin. Le bateau donnait de la bande, sous une bise fraîche, jusqu'à mouiller le pont, et lui, une main au gouvernail et l'autre à la voile, loftait légèrement, tout en surveillant attentivement le rivage proche en avant d'eux. Il ne se doutait pas qu'elle le regardait et l'observait avec intensité, en se demandant par quel étrange aveuglement ce jeune homme, si puissamment organisé, s'acharnait à gâcher son temps, à écrire des histoires et des vers fatalement voués à la médiocrité et à l'insuccès. Son regard erra le long du cou puissant à peine éclairé par la lueur des étoiles, s'arrêta à la tête fière, et l'ancien désir la reprit de poser les 2 mains sur sa nuque. Cette force qu'elle détestait l'attirait en même temps. Puis elle se sentit plus seule encore, hélas. La position inclinée du bateau la fatiguait, et elle se rappela la migraine qu'il avait guérie grâce au fluide calmant qui émanait de lui. Il était assis à côté d'elle, tout près, et le bateau semblait la pousser vers lui. Et puis, soudain, sans même qu'elle ait eu le temps de résister, elle céda à l'impulsion. Était-ce une vague? Elle n'en sut jamais rien. Elle sut simplement qu'elle s'appuyait contre lui et qu'elle était bien. Si le bateau seul fut fautif, elle ne fit rien pour se redresser. Elle s'appuyait contre son épaule, légèrement il est vrai, mais elle continua à s'y appuyer lorsqu'il s'arrangea pour qu'elle soit plus confortable. C'était de la folie, mais elle se refusa à l'envisager ainsi. Ruth n'était plus Ruth, mais une faible femme qui avait besoin d'appui. Elle était bien ainsi, ne sentait plus sa fatigue. Martin, heureusement, ne disait rien, car un mot de lui aurait suffi à rompre le charme. Sa timidité le retenait. Il était ébloui, étourdi, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. C'était trop merveilleux pour ne pas être un rêve. Il maîtrisa le désir fou de lâcher gouvernail et voile et de la serrer passionnément dans ses bras, mais son instinct lui suggéra de n'en rien faire et il fut content que la direction du bateau lui permette de repousser la tentation. Mais il haussa moins légèrement, carguant exagérément la voile afin de louvoyer plus longtemps devant la côte nord, car une fois près de la côte, il serait forcé de virer de bord et le contact serait brisé. Il navigua adroitement, sans éveiller l'attention des causeurs, bénissant en lui-même ses plus périlleuses traversées, grâce auxquelles cette nuit merveilleuse était possible, car il avait acquis la maîtrise des flots et du vent, et sa bien-aimée pouvait s'abandonner, confiante contre son épaule. La lune se leva, inondant le bateau d'un rayonnement nacré, et Ruth s'écarta vivement. Il fit de même. Ainsi, tous 2 étaient tacitement d'accord pour dissimuler quelque chose. Ils avaient un secret en commun. Les joues brûlant de honte, elle se rendit compte soudain de son geste. Elle s'était rendue coupable d'une action
qu'elle devait cacher à ses frères, à Aulnay. Pourquoi l'avoir faite? Jamais. Et cependant, elle avait fait bien d'autres promenades en bateau au clair de lune avec des jeunes gens. Jamais rien de pareil ne lui était arrivé et elle n'en avait même jamais eu envie. La honte l'accabla et aussi le mystère de sa féminité naissante. Elle glissa un coup d'œil à Martin, très occupé à virer de bord. Elle faillit le haïr, car par sa faute, elle s'était laissée aller à un acte immodeste. Lui, entre tous, sa mère avait peut-être raison, elle le voyait trop. Elle le verrait moins à l'avenir, et jamais, jamais une pareille chose n'arriverait plus. Un instant, elle eut l'idée folle de lui raconter qu'une faiblesse l'avait prise peu avant le lever de la lune, ce qui l'avait obligée à s'appuyer sur lui. Puis elle se souvint du mouvement tout semblable qui les avait écartés l'un de l'autre, par crainte de la clarté révélatrice, et comprit qu'il verrait bien qu'elle mentait. Les jours qui suivirent, elle ne fut pas elle-même, mais une étrange créature, incapable de jugement ou d'analyse, se refusant à envisager l'avenir, à réfléchir où son penchant l'entraînait. Toute frémissante d'une fièvre mystérieuse, tantôt charmée, tantôt épouvantée, elle vivait dans un rêve perpétuel. Une seule idée raisonnable lui restait, qui devait assurer sa sécurité. Elle ne permettrait pas à Martin de déclarer son amour. Tant qu'elle en aurait le courage, tout irait bien. Dans quelques jours, il serait sur mer. D'ailleurs, même s'il parlait, rien n'était perdu, bien entendu, puisqu'elle ne l'aimait pas. Ce serait naturellement une demi-heure pénible pour lui, gênante pour elle, car ce serait sa première demande en mariage. Elle frissonnait délicieusement à cette pensée. Elle était vraiment devenue femme puisqu'un homme la demandait en mariage. Le mariage, cet éternel, invincible attrait pour son sexe. Comme un papillon attiré par la flamme, sa pensée trouble et voletée, éperdue autour du piège divin. Elle se représenta Martin se déclarant, imagina ce qu'il dirait. Elle s'entendit le refuser avec douceur, l'exhorter à devenir un homme, un brave homme. Elle lui demanderait surtout de ne plus fumer. Mais non, il fallait avant tout l'empêcher de se déclarer, et cela, elle le ferait. Elle avait promis à sa mère. Palpitante et toute brûlante de regret, elle renonça à la scène dangereuse qui lui plaisait tant. Sa première demande en mariage devait provenir d'un prétendant plus digne d'elle et à un moment mieux choisi.